C'est un plaisir de vous retrouver au travers de cette émission Questions directes pour essayer d'analyser quelques questions d'actualité politique en province du Haut-Katanga, mais également au niveau national, comme vous le savez, ce magazine qui, en réalité, vous trouve un invité avec qui échanger, mais on a peiné à ce jour pour avoir des invités. Heureusement pour nous, nous avions un habitué qui, très régulièrement, s'offre à nous, enfin, de donner ses avis et positions sur plusieurs questions politiques dès l'heure. Il s'agit du professeur Banza Malalé, avec qui nous avons sur ce plateau pour essayer de répondre à plusieurs questions. Nous avions tenté, comme je le disais, avec plusieurs autres députés provinciaux. Malheureusement, on n'a donc pas eu l'accord de plusieurs. On se demande s'il y a des députés qui, à ce jour, peuvent encore une fois de plus parler aux électeurs ou encore à la population. Mais Dieu merci, on a quand même le professeur Banza Malalé. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez très bien, certainement. Très bien. Alors, plusieurs questions d'actualité politique en ce jour dans la province, mais également sur le plan national. Vous êtes élu de Lubumbashi, député provincial. Motion à l'Assemblée provinciale contre, d'abord c'était le président du bureau et finalement contre tout le membre de son bureau. Aujourd'hui, cela voudrait à ce que l'on ait beaucoup plus de détails de la part de vous, signataires de la pétition ou encore honorables députés provinciaux. Qu'en est-il au juste? En fait, merci d'abord Eric pour la question. Je pense qu'il y a beaucoup de spéculations autour de ça. Oui. Une pétition, il faut savoir que c'est un acte, à la fois c'est un acte politique, Oui. juridiquement garanti par la Constitution, la loi et le règlement intérieur. Ça signifie quoi? Le député, dans sa liberté, il a le pouvoir de contrôler tous ceux qui gèrent l'État à une quelconque instante que ce soit, Oui. y compris aussi ceux qui gèrent l'activité du député au sein de l'hémicycle ou au travers de l'hémicycle. Et à ce titre, on ne peut pas refuser de recevoir la volonté de quelques députés selon la loi, selon le règlement intérieur, au nombre bien déterminé, fixé comme tel. Le nombre n'est pas statique. Oui. Ça dépend de la majorité, ça dépend des assemblées, là où on se trouve. Donc ici, quand on parle de ces pétitions, vous avez parlé de pétitions, il y en a effectivement deux, vous avez renversé l'ordre. Oui. C'est plutôt une pétition contre, ça c'est la première, Oui. contre les 4 membres du bureau. En l'occurrence, le premier le vice-président, Oui. le rapporteur adjoint et le questeur. Ils ont été frappés, foudroyés par une pétition signée par une vingtaine, c'est-à-dire 21 membres des députés, sur le plan du quorum exigé, où là c'est incontestablement c'est incontestable que ça soit dans les conditions de forme requises. Oui. Mais il se révèle que la mise en place du bureau, Oui. à son entrée en exercice, était composée exclusivement de députés membres du FCC. Oui. Et déjà, je l'avais relevé à certains qu'il y aura un séisme qui interviendra pour faire basculer, faire bouger les choses. Oui. Et nous y sommes. Pourquoi? Parce que quand il y a du triomphalisme, une tendance gagne en exclusivité, le rôle du député reste d'être efficace dans la mesure où c'est un courant qui s'impose. Et à l'époque, jusqu'au moment où on a introduit cette pétition, on constituait une majorité absolue de 33 députés contre 15. Oui. Et les 15 n'avaient pas de représentation quelconque au bureau. Et je me souviens, il y a même un collègue qui avait soulevé la question. On passait là-bas pour lui faire voir, c'est ça même le goût de la majorité. Quand vous êtes dans la majorité, donc ça nous conduit à comprendre la nature de
la démocratie au Congo? Oui. Doit-on appliquer la démocratie de la majorité comme cela se fait dans d'autres États, notamment en France ou en Amérique, où quand vous êtes majoritaire, c'est votre volonté qui passe. Mais ici, nous pensons que compte tenu de la réalité sociopolitique de notre terrain, il sied que l'on puisse tenir compte du contenu, de la valeur et des effets politiques, juridiques, économiques, socio et culturels de la société pour arriver, enfin de cette démocratie, pour arriver à la définir ici chez nous, de manière que la démocratie, qui est source de paix, qui est source de bonheur, qui est source de démocratie, ne débouche pas vers le contraire. Donc il faut une démocratie de consensus. Un équilibre en quelque sorte. Un équilibre. Et je pense que c'est même sur cette question, peut-être que le chef de l'État ne l'explique pas suffisamment bien, ou il l'explique de manière saccadée en tenant compte de son approche. C'est peut-être à ce niveau qu'il parle de l'union sacrée. Et quand il parle de l'union sacrée, moi, partout où il y a union, c'est bon. Mais maintenant, les gens sont en train d'édulcorer le concept pour lui donner peut-être des considérations. Alors, on va y arriver. Si revenons sur les pétitions. C'est ce que je suis en train de donner. Tout ça, c'est une motivation. C'est ce qui a fait que les amis écartés de la gestion de l'Assemblée provinciale se sont ligués. Ils étaient minoritaires à 15. À la suite du vent qui s'est prêté à eux, c'est pourquoi je ne pouvais pas ne pas en parler, de l'union sacrée, on a pêché même quelques députés de chez nous, et ensemble ils ont signé au nombre de combien? Au nombre de 21. Et désormais, ils devenaient majoritaires par rapport à nous qui sommes restés dans le désert. Majoritaires par rapport au fait que si nous allons dans le combat, nous n'avons pas l'espoir de gagner. Et nous avons signé simplement à 18. Donc vous comprenez, leur pétition à eux consistait à récuser, à écarter, à chasser, à faire partir du bureau les autres membres du bureau. Tous FCC. Un FCC est resté non concerné, c'est le président. Et quand ils sont partis, ils se sont posés des questions, mais comment? Nous sommes les collaborateurs du chef. Le chef n'est pas frappé par cette pétition, mais tandis que nous en sommes frappés. Ils l'ont suspecté comme ayant commandité cette pétition-là. Aussi se sont-ils ligués de faire une pétition contre lui et en la motivant comme ils l'ont pu. Et moi, en tant que coordonnateur des députés FCC, j'ai été consulté en premier en me demandant que je puisse apposer ma signature. L'esprit de responsabilité m'oblige. Et vous êtes le premier signataire? Et je suis le premier à signer. C'est vous qui portez cette pétition? Non, la pétition... Elle émane du professeur Banza ou elle émane de son groupe la pétition parlementaire ou encore du FCC? Est collective. Tous ceux qui ont signé sont responsables de chacun de sa signature. Ainsi, moi je suis responsable de ma signature. Cette responsabilité s'explique par le fait que je suis responsable d'un caucus de députés FCC et je ne pouvais en aucune circonstance refuser la voix de la majorité. Donc c'est ainsi que nous avions signé cette pétition en réplique à la première pétition. Donc quand vous présentez... Donc si on comprend bien, professeur, la pétition contre le président du bureau de l'Assemblée nationale est signée parce qu'on les suspecte d'avoir commandité la pétition de membres du bureau. C'est un peu ça la raison qui, à ce jour, motive à ce que les députés FCC signent une pétition contre le président du bureau. Je pense qu'il n'y a pas une autre explication. C'est celle-là. Et logiquement... Logiquement parlant, elle mérite d'être vraiment portée jusqu'à
exclure son président parce qu'on le suspecte? Non, la suspicion a toujours été à la base du comportement de ces auteurs. À l'état actuel des choses, vous imaginez, on chasse les 4 par le fait d'une pétition, on laisse l'un parce que celui-ci en est exempté. Alors, quand on crée les 2 pétitions, on incite maintenant les réflexions sur le comportement de chacun d'eux, parce que ces pétitions-là, c'est une démarche, enfin c'est un exercice très simple contre quiconque que l'on pense être frappable par une pétition, et c'est le cas. Mais maintenant, on entre dans l'exercice de cette pétition, ou l'empire de cette pétition. Qu'est-ce que ça va produire comme effet? C'est de s'assurer si les griefs mis à charge de chacun d'eux sont fondés ou pas. Si nous ne sommes pas politiques, nous sommes objectifs. On doit rester serein, parce que ce qui est dit peut facilement être expliqué de manière à balayer les éléments de base de cette pétition-là. Mais à l'état actuel des choses, le Congolais est devenu tellement politique qu'il refuse de suivre l'objectivité des choses. Voilà. Il peut facilement dire oui, là où il faut dire non. Voilà. Il y a déjà un document du service de l'administration de l'Assemblée qui circule invitant les honorables députés à prendre part à une session extraordinaire qui devrait se tenir à partir de ce 28 janvier avec comme bureau, le bureau d'âge Baba Kyungwa Kumonza qui devrait encore une fois de plus revenir au niveau de l'Assemblée pour essayer d'analyser la question dans le fond comme sur le plan de la forme. Comment devra-t-il se passer cette session? Je pense que les auteurs de la première pétition ont persisté à garder son opérabilité. Ça signifie quoi? Ils sont allés voir. Moi, j'étais encore à Kinshasa. Il paraît que c'est le lundi de la semaine ici, de la semaine en cours. Ils sont allés voir pour obtenir de l'administration qu'assume le directeur administratif pour lui dire qu'il y a une pétition et qu'à ce titre, personne n'opère. C'est vous maintenant qui opérez. Et lui qui reçoit toutes les correspondances, il en avait 2, donc 2 pétitions. Je ne sais pas s'ils ont présenté qu'il y a toutes les 2 pétitions ou pas, mais ce que je sais, on me l'a dit, qu'on a demandé au bureau, les collègues de la première pétition, les auteurs de la première pétition sont allés en délégation pour rencontrer le directeur administratif et lui demander de passer aux commandes des activités de l'administration et qu'à ce titre, il devait fixer la première séance de notre plénière ou alors convoquer la session extraordinaire. La session extraordinaire, alors que je sais, un peu avant, le président lui-même avait déjà émis un acte convoquant cette session extraordinaire. Je crois qu'ils l'ont prise à partie en disant que vous ne pouvez plus agir. C'est plutôt de la part de la volonté de la loi, par la position actuelle du directeur général, c'est lui qui gère l'Assemblée provinciale. Et à ce titre, il pose tous les actes à une limite bien déterminée, bien sûr, que devait poser l'Assemblée, le bureau, avec son président, est frappé de pétitions. On dit qu'ils ont obtenu la fixation de cette rentrée parlementaire. Vous aviez été notifié? Non, il y a une formalité, la notification ne se fait pas comme on l'entend de manière expresse en justice. Un communiqué suffit, parce que chacun des députés a une boîte de communication par laquelle passent les messages de collaboration entre lui et le bureau. Voilà. On est censé être informé. Mais dernièrement, professeur, lors de la conférence de gouverneurs,
présidé par le chef de l'État, qui a été élargi à certains, aux présidents des assemblées provinciales. Un moratoire a été proposé par le vice-premier ministre de l'Intérieur de ne plus accepter pendant ces 2 ans les pétitions contre les gouverneurs et même les bureaux des assemblées provinciales. Mais comment les choses pourront-ils continuer à se passer de la sorte? Je n'en connais rien. En tout état de cause, on ne peut pas confiner la loi. On ne peut pas confiner la loi dans des conditions inavouées. À l'état actuel des choses, je pense que nous devons nous limiter à observer, à constater qu'il y a eu cette pétition ou ces pétitions qui paralysent l'opérabilité du bureau mis en place depuis l'entrée en activité de notre Assemblée. Donc ils sont paralysés, ils ne peuvent pas poser un quelconque acte qui engage de manière responsable l'Assemblée. C'est plutôt le directeur administratif, et vous me dites qu'il a déjà effectivement convoqué pour le 28 janvier. Oui, la session extraordinaire, c'est de son droit, c'est de sa compétence, il a la qualité, il a le pouvoir. Et le 28, on va se retrouver là-bas pour faire la messe d'examen de ces soi-disant, de ces pétitions. Oui, mais est-ce que ces pétitions pourront, encore une fois de plus, changer les choses au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, redéfinir la majorité parlementaire? Est-ce qu'il y a-t-il, pour vous, caucus coordonnateur des députés, du caucus de députés FCC, une crainte de ne plus se voir majoritaire à cette Assemblée? Je ne sais pas. Moi, je suis FCC. Oui. Je suis président d'un parti politique dénommé APRECO. Oui. Et mon autorité morale par rapport à mon appartenance à FCC, c'est Joseph Kabila. Ce que je dis de ma bouche vient de mon cœur. Je reste et je demeure jusqu'à la dernière résistance de l'existence du FCC. Ça, c'est moi. Oui. Cette réponse... Je crois que très prochainement, on ne vous verra pas encore sur le plateau pour redire vos propos parce que, comme tout politicien, il est qui se sont également tapés sur la poitrine en étant kabilistes jusque dans la tombe, mais à ce jour, ils adhèrent progressivement à l'Union sacrée. C'est en des temps comme ceci que beaucoup ont eu le courage de dire non ou de relativiser leurs attitudes. Moi, je persiste et je demeure constant. Et si je le fais, c'est en connaissance des causes. Eric, vous m'appelez quand même professeur. Oui. Je ne pense pas que vous pouvez trouver un professeur sérieux qui puisse s'engager de manière farfelue pour faire n'importe quoi, donc pour suivre la tempête et n'est pas... Non, je suis réfléchi. Oui. J'ai fait des investigations avant de m'engager à une activité généralement quelconque. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait grâce de me rendre intelligent. Oui. Mon intelligence, je ne peux pas l'utiliser pour commencer à être sorcier. Donc, je commence à manger les gens et pour que je puisse me donner... Non, mon intelligence n'est pas là pour commencer à être voleur. Oui. Mon intelligence est là pour poser des actes qui participent à la création, qui participent à la consolidation de notre société. Et il ne faut pas ignorer que mon parti s'appelle APRECO, c'est-à-dire Alliance des Patriotes pour la refonte de l'État du Congo. Notre État a besoin d'être reconstitué, être recréé. C'est comme quand vous allez chez Fondaf avec des matières premières, Fondaf va créer et ça va sortir une pièce dont vous avez besoin. C'est ça APRECO. Oui. Donc je pense, je commettrai un péché grave, je dis bien un péché grave, que de pouvoir engager Dieu dans des choses pour lesquelles je n'ai pas de conviction. Et si je me suis attaché à FCC, c'est à juste titre. Je suis un jeune parti de 2 ans aujourd'hui. Je pense que j'ai toutes les raisons à devoir me comporter comme un monsieur responsable pour que je ne puisse pas me dédire demain. Mais cette guerre au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le caucus FCC, un nouveau groupe de députés contre le bureau,
Ne trouvez-vous pas que le FCC risque d'être perdant parce que si jamais cela passait, il y aura de l'incidence au niveau même de l'exécutif provincial? Tout à fait. C'est quand on brûle un village, c'est plus facile de se moquer de la maison du voisin, tandis que le feu est en train de compter le nombre de maisons qui sont concernées, alors que vous êtes du village, vous risquez d'être retrouvé. Moi, je pense, ma participation à ce niveau, et je l'avais déjà dit, avec le président, il connaît, j'ai échangé, que moi, je n'ai pas besoin. C'est un monsieur, il a des qualités, hein? Oui. Il a des défauts, comme n'importe qui. Moi, j'ai beaucoup de défauts. Oui. Mais je mets quand même à son actif beaucoup de valeurs qui méritent que je me dise, j'ai découvert quelqu'un que je garderai en mémoire comme un gestionnaire qui a une certaine valeur. Malheureusement, nous sommes dans le domaine politique où je vous ai dit au début, on vous montre que ça c'est la couleur rouge, vous vous dites non, c'est la couleur noire et vous persistez dans votre position. Qui n'a pas de défauts, chacun en a. Et dans les histoires du genre, nous devons apprendre à nous pardonner. Et j'ai demandé qu'ils fassent un effort pour demander aux pétitionnaires, les premiers pétitionnaires, de retirer leur pétition ou de se promettre à la retirer. Et moi, ou nous, de notre côté, nous allons aussi faire un effort pour retirer notre pétition, qu'on mette les problèmes qui nous opposent sur un plateau et qu'ensemble, on consomme. Le contraire de tout ce que les gens racontent dans la cité, professeur Banzama Lalé, premier signateur de la pétition, parce qu'il voulait également être candidat président du bureau. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et les gens pensent que c'est l'homme qu'il faut à la place. Non, je crois que ceux qui sont là, chacun occupe la place avec compétence, avec capacité, avec aptitude requise. À l'état actuel des choses, les gens ont toujours pensé que c'est tel ou c'est tel autre. Je salue, mais je risque de les décevoir et je commence à les décevoir en disant, même quand vous allez là-bas, au-delà du bureau, il y a des commissions. Une commission comme PAJ, politique, administration et juridique. Cette commission de droit, on pouvait l'assumer, beaucoup, même des collègues, l'ont laissé pendant longtemps sans avoir un responsable, croyant que moi je vais prendre. Je refuse. Et ceux-là, les membres de bureau, enfin de commission, ce sont des petits bureaux. Ils sont autant importants, à peu près. C'est d'ailleurs avec eux que le bureau fonctionne. Mais je refuse. J'ai beaucoup d'activités. Je suis avocat, je suis professeur, je suis député. Je ne voudrais pas m'encombrer pour ne pas avoir la capacité de répondre efficacement aux devoirs qui sont les miens. À l'état actuel des choses, un homme comme Kashoba Banzama Lalé, je dois le remplacer. D'abord, il faut que je me donne la garantie que la majorité va voter pour moi. Oui, effectivement. Il y a beaucoup de combines, les calculs qui entrent là-bas pour que les vedettes qui se présentent comme telles risquent de ne pas être servies. Enfin, politicien, on pense que Banzama Lalé a déjà joué bien sa carte. Il part favori. Non, je suis bien capable d'assumer ces fonctions-là. Pour des raisons de respect que je dois à celui qui a assumé la direction ou ceux qui ont exercé chacun une fonction dans ce bureau-là. Je ne briguerai à aucun poste, à aucun... Vous le dites, professeur? Je le dis parce... Et si c'est votre famille politique qui vous porte? Je refuse. Tout de suite là, j'ai causé avec... des amis de mon regroupement AAA, mais donc vous serez candidat et il faut être candidat. Non, moi je ne serai pas candidat. Je ne serai candidat à rien du tout. Et à rien du tout. Même quand on va constituer le nouveau bureau, alors qu'il y a les commissions qui doivent être constituées en termes de bureau, rassurez-vous, le professeur Banzama Lalé ne va rien n'introduire comme candidature. On espère je suis député. Après les élections du nouveau bureau, vous allez voir. Pour en savoir plus. Oui, je suis député, élu, avec détermination de rester dans les bancs pour parler.
Mais dès lors que j'ai lié ma langue par le fait des fonctions que j'assume, je pense que je cesse d'être député et je suis à la course de poste. Voilà. Ce n'est pas mon Voilà. combat. On va changer de cap. On va rester toujours en province avec cette actualité qui a fait quand même parler plusieurs personnalités politiques du Katanga. Il s'agit de l'arrestation du pasteur Mulunda Ngoyi qui a été finalement déféré devant son juge naturel. Il lui est reproché l'incitation à la haine tribale lors de son homélie à l'hommage de 20e anniversaire de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous aviez certainement aussi accueilli la nouvelle. Parlons droit d'abord sur cet aspect. Comment avez-vous jugé la procédure de son arrestation, bien évidemment? Je ne vais pas parler de la procédure. Oui. Je ne vais pas parler non plus du fond parce que je n'en connais pas. Je n'ai pas fait un effort pour avoir la maîtrise de ce dossier-là. Oui. Il y a tout un collectif d'avocats qui sont en train de suivre. Pour peu que je sache que l'on raconte vrai ou faux. Donc, avec toutes les réserves d'usage. Oui. Un soir, après 18 heures, une équipe de militaires, des policiers, armés jusqu'aux dents, aurait forcé la porte de chez lui pour l'enlever pour une destination inconnue. On dit l'ANR. Parce qu'il a refusé de coopérer, semble-t-il. Non, moi je parle de la présentation des faits tels que ça se raconte. Oui. À celui qui connaît la vérité matérielle, de dire le contraire, ça nous édifiera. Effectivement. Je vous présente ces faits pour que nous fassions la lecture, pour peu que l'on puisse dire sur le fond et sur la forme. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand on le prend, il dort à l'ANR, le lendemain c'est au parquet, le parquet pour 1 heure, 2 heures, directement en prison, et en prison, on ouvre un procès. Oui. En prison. Donc, c'est parmi les choses qui nous inquiètent. Moi, je parle comme professeur. Nous enseignons le droit. Oui. Le droit aux jeunes gens qui sont appelés à devenir avocats, qui sont appelés à devenir magistrats, juges, conseillers juridiques, ça et là, dans cette société. Oui. Ce que nous enseignons, ce n'est pas ce qui se fait. La manière d'arrêter quelqu'un, elle est réglementée par la loi pour que l'on respecte le droit de l'homme. Tel que on présente les faits, je ne sais pas si c'est vrai, je crois que quelque part nous devons quand même nous arrêter pour poser des questions. S'agit-il d'un procès judiciaire ou d'un procès politique? Je suis en train de suivre de manière très agréable un procès qui se tient au bâtiment du 30 juin. J'étais à Kinshasa. Oui. J'ai appris que on avait tué un cambiste dans des circonstances très... Il y a même un oncle à moi qui m'avait téléphoné parce qu'il était juste au moment, il descend de son taxi et la scène... On a tiré sur lui, mais heureusement il n'est pas décédé. Mais ces gens-là... Il n'a pas succombé. Ah, il n'est pas mort? Oui. Moi, on m'a dit qu'il est mort sur place. Non, pas du tout. On aurait volé l'argent, voilà. Oui. Mais à l'état actuel des choses, il y a un procès qui se tient au bâtiment. Ça, ce sont des crimes matériellement graves. On pouvait bien les acheminer jusqu'en prison. Oui. Mais si vous acheminez déjà quelqu'un en prison, où on entre après une condamnation, mais vous voulez encore, après la prison, il va où? À Kassapa, ou bien à Kipushi plutôt, ou à Likasi. C'est un peu compliqué. Mais Quelles sont les vous dites circonstances? ici que vous enseignez le droit. Oui, alors c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de foraines où également les procès se passent dans de prisons. Il y a certainement une procédure où quand on constate plutôt l'infraction, on peut carrément ouvrir une chambre foraine au niveau de la prison. Est-ce cela n'est pas dans le droit? La chambre foraine existe. Quand vous êtes déjà en prison, on ne vous déplace pas, et on vous met en prison en termes de détention. Vous n'êtes pas emprisonné, c'est-à-dire vous êtes gardé parce que, au lieu de rester ici derrière le parquet, plus de 48 heures, on vous garde en prison, on commence à vous suivre là-bas. Mais le procès a commencé le lendemain. Il a fait, je vous dis selon ce qui se raconte. Selon ce qui se raconte, il a fait quelques heures, 2 au parquet.
Je ne sais pas s'il était entré même au cachot, et directement, il a été cheminé dans des conditions qu'on a pu faire. Oui. Et c'est alors que nous disons, il y a beaucoup de choses qu'il faille que l'on apprenne. Parce que tout ce qu'il y a ici... Revenons au fait, professeur, par rapport à tout ce qui lui est reproché. On reproche au pasteur d'incitation à la haine tribale. Est-ce que vous reconnaissez en cela une infraction? Mais l'incitation à la haine tribale, c'est une infraction, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur, le code pénal le prévoit. Oui. Tous les articles du code pénal donnent lieu à des matières que l'on appelle infractionnelles. Les matières qui ne sont pas dans le code pénal ne sont pas infractions. Oui. Sauf s'il s'agit des infractions spéciales prévues par d'autres codes comme infractions. Oui. Donc vous comprenez. Ici, on ne peut pas croire que la haine tribale peut être qualifiée comme telle avant le jugement. C'est le procureur qui le dit. C'est la haine tribale. C'est lui qui poursuit l'infracteur. Il faut voir, il a dit sa messe. Il s'est passé près de 2 jours. Oui. Cette infraction est constatée comme telle et on va le cueillir chez lui à la maison. De là, ça a suivi. C'est en quoi je dis ceci. Moi, mon souci, c'est de savoir ce que nous enseignons aux étudiants qui sont appelés à connaître le droit et à l'appliquer. Tout ce que nous sommes en train de vivre depuis un temps, bientôt, dans l'administration de la justice, ça nous met très mal à l'aise parce que c'est même le bouleversement de toutes les connaissances que l'on donne à la jeunesse. Oui. Au point où vous pouvez vous retrouver devant un cas d'espèce, parce que chez nous, très souvent, les cas d'espèce que l'on appelle les casus font l'objet des débats d'enseignement par les enseignants, échanges avec les étudiants. Oui. Mais un étudiant peut vous poser une question par rapport à la théorie que vous venez de lui communiquer sur base de la loi ou du droit, et vous commencez à manger dans la bouche. Et qu'est-ce qui devait être fait, professeur? Non, ce qui devait être fait, je vous ai dit au départ, que moi, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants du dossier. Je prête oreille à ce qui se raconte dans la rue, donc je ne suis donc pas outillé à préjuger ou à donner une considération quelconque. Mais, qu'on se le dise, le droit doit être respecté dans le fond et surtout dans la forme. Aujourd'hui, là, je vous dis que nous sommes en train de créer un nouveau droit. Oui. Un nouveau droit qui crée des contradictions à tout moment. Vous voyez, le sens exact du droit, c'est quoi? C'est la justice. Oui. Et la justice, ce n'est pas ce que le professeur Banza dit. C'est ce que disent les cours et tribunaux. Et dès lors que ça vient des cours et tribunaux, ça crée une confiance de sécurité de toute la société, de chaque individu, parce qu'à tout moment, quand il y a un problème qui m'oppose à quelqu'un, au lieu de me faire justice, je vais à la justice pour obtenir la justice. Oui. Ma sécurité juridique est garantie quant à ce. Vous croyez que les investisseurs, avec toutes les contradictions que nous sommes en train de vivre dans l'administration de la justice, ils ne nous suivent pas? Ils nous suivent. Or, le problème plus important dans notre pays aujourd'hui, c'est d'avoir des investisseurs qui doivent venir avec leur argent, mais leur argent va être exposé à des insécurités judiciaires à cause de la mégestion de l'administration. Oui, mais une certaine opinion pense que c'est à peine que la justice peut se refaire, parce qu'on a vécu pendant plusieurs années où la justice allait dans un seul sens, et actuellement on peut quand même... Ce serait quel sens par exemple? Non, je me dis, l'opinion pense que ça allait dans un seul sens où c'était le plus fort qui régnait sur le plus faible. Est-ce que vous en connaissez un cas où le plus fort a régné sur le plus faible? Moi, je ne pense pas. Il y a des choses qui se racontent. Cette justice que vous voyez là, malgré que les magistrats soient très mal payés, malgré leur mauvais traitement, le mauvais traitement qu'ils subissent de la part de la loi, c'est qu'il ne les rend pas indépendants par rapport à l'administration de la lourde charge qu'ils ont, c'est-à-dire la justice. Mais quelque part, moi, je ne vois pas où il y a eu un jugement qui frappe injuste d'injuste. Voilà. Il n'y en a pas eu. Rapidement, professeur, parce qu'on va chuter, le regroupement de députés du Grand Katanga se sont réunis à l'Assemblée nationale
pour finalement plaider la cause du pasteur Mulunda en exigeant la libération immédiate, en demandant l'implication du chef de l'État pour que ce dossier puisse finalement trouver gain de cause. Vous êtes du même avis que le député du RDDK? Non, d'abord, je n'ai pas suivi, Oui. pour que je ne puisse pas m'impliquer à suivre le courant que moi je ne connais pas. Je vous entends, professeur. Oui, Vous merci, avez l'information sur... merci beaucoup, vous avez eu le temps d'y réfléchir. Oui. Mais ce que moi je dis, c'est ceci. Un pasteur a une mission de parler, entre guillemets, ici chez nous, il parle de la part de Dieu. Et même quand vous suivez quelques écrits de la Bible, on dit que celui qui a les oreilles entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Or, quand on prêche, on n'a pas tous les oreilles spirituelles appropriées pour prendre le message. Oui. Et chaque message n'est pas un message qui se pose sur les faits présents. Il y a des faits prophétiques pour l'avenir. Mais quelqu'un qui vient pour vous raconter de la part de Dieu ce qu'il a eu de la part de Dieu et il vous le communique. Donc, il y a ceux qui ont les oreilles démoniaques pour ne pas bien recevoir le message qui vient de Dieu. Ils vont dire que ce message-là est mauvais. Oui. À supposer que vous êtes un adultère avec une femme d'autrui, on vient vous dire que non, écoutez, messieurs, abandonnez ceci, et vous allez dire non, écoutez, messieurs, ça c'est démoniaque, c'est un mauvais message. Tous les messages de Dieu, ce n'est pas simplement du sucre. Hein. Oui. Jésus lui-même, il est venu sur la terre, il a parlé, il a fait l'objet de beaucoup de controverses et de temps en temps, on le chassait de la société parce que ce qu'il disait, c'était dur. Mais je crois qu'il y a lieu de ne pas lier la bouche de l'enseignant. Oui. Et l'enseignant ici, il est à l'école primaire, secondaire, à l'université. L'enseignant aussi, c'est l'homme de Dieu qui guérit les cœurs. Mais Qui ne ainsi doit fait- pas non plus énerver la loi. Non, je dis ceci. L'enseignant ne devrait pas Non. énerver aussi la loi. Oui, c'est-à-dire quand vous devez maintenant l'entendre dans la matière spécifique Oui. pour laquelle il a de la personnalité juridique, dans le cas actuel des choses, ce que l'on aurait dû faire, constituer une commission des autres pasteurs. Vous voyez? Messieurs pasteurs, vous avez dit, vous avez dit. Et les autres pasteurs doivent le remettre à la ligne de conduite. Pourquoi? Parce que tous ces pasteurs-là, ils appartiennent à des organisations ecclésiastiques qui ont de la personnalité juridique reconnue comme telle par la loi. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas reconnaître à ces organisations-là le pouvoir de commencer aussi à punir les membres de ces organisations? Ce serait mieux, parce que leur mission est complexe. Moi, je suis un ivrogne, je suis un bandit, je suis un voleur, je suis un magicien. Mais vous voulez que moi, je puisse bien gérer le message qui vient de la part de Dieu, de la part d'un prophète de Dieu? Non. Je pense ici, l'État a besoin de la parole de Dieu pour que l'on enseigne dans la société. Mais là aussi, ceux qui enseignent dans la société de la part de Dieu, parce qu'ils sont dans les organisations, j'ai appris qu'il y a même des pasteurs que l'on suspend. Oui. Par leur père. Hein. Oui. J'ai appris qu'il y a des pasteurs que l'on récuse de leurs assemblées. Ce serait le cas. Donc il ne faut pas... Vous êtes sur terre, vous Donc, commencez à vous la permettre de justice juger les choses qui... s'abstienne de la spiritualité. Pardon? Que la justice s'abstienne de la spiritualité. Il faut commencer d'abord à l'interne. Oui. À l'interne. C'est comme un conflit des partis politiques. Oui. N'allez pas vite en justice. Terminez-le, c'est la loi qui le dit. Oui. Terminez-le Avec le à règlement. l'intérieur. Oui, oui. Dès que vous l'avez... Non, la loi d'abord, c'est l'article 32, je crois, de la loi de 2004 qui organise les partis politiques. Terminez ce conflit à l'interne. Dès que vous avez terminé, s'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, c'est alors que vous pouvez aller à la justice. Voilà. De la même Merci. manière... Merci professeur, parce qu'on a quand même compris, on va chuter, il s'agit de questions directes. Le bureau d'âge de l'Assemblée nationale avait convoqué la session extraordinaire pour 1 mois. Déjà 2 semaines s'est écoulées, rien ne jusque-là fait. Une plénière aujourd'hui pour réaffirmer les appartenances. Est-ce que la mission que s'est assignée ce bureau d'âge pourra être effective en dehors les 2 semaines restantes? C'est pourquoi je vous dis, il y a maintenant des juristes, objectivistes, positivistes et des juristes politiques. Oui. Mais le bureau d'âge est bien défini dans le contenu
la valeur et les effets Oui. des actes à poser. C'est bien fixé par la loi. Mais aujourd'hui, le bureau d'âge se comporte comme si c'était un bureau définitivement installé. Autorisé par la Cour constitutionnelle. Oui, c'est ça. Je n'ai pas voulu citer la Cour parce que c'est comme la porte par laquelle le Saint-Esprit passe pour entrer dans l'Église. La Cour est devenue maintenant au centre de beaucoup de controverses. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de décisions sont prises par la Cour et qui opposent les tendances et les considérations juridiques. La Cour, c'est la dernière instance. Quand elle parle, nous tous, nous nous inclinons comme à l'église, on dit Alléluia. Mais pourquoi Mais pour ce cas, aujourd'hui- dans le cas échéant, pourquoi ne pas s'incliner, dire Alléluia, que la Cour Non, il ne faut autorise pas au faire des bureau d'âge- complaisances. au bureau d'âge Oui. de fonctionner Il ne normalement. faut pas faire des complaisances. Tout de Oui. suite, là, vous avez dit ce qui n'existe pas. On venait de vivre pendant longtemps une justice à plusieurs vitesses, Oui. où c'est le plus fort qui gagnait, ce qui n'a jamais été le cas, où ce sont des gens qui sont en train de blaguer, à chercher à jeter de l'opprobre à l'endroit de la justice. Oui. Mais aujourd'hui, le nombre d'arrêts que la Cour constitutionnelle est en train de rendre, ça ne rassemble pas les justiciables, des juristes de surcroît. Vous allez trouver des constitutionnalistes, ceux qui apportent la lumière à la Cour constitutionnelle pour opérer, Oui. mais qui se contredisent. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons enseigner aux étudiants par rapport à des arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont controversés? Vous vous imaginez une cour, ça j'interprète un peu, qui a la mission d'assurer la sécurité. Une cour se prononce en disant par exemple, chacun est attaché à son parti politique. Mais quand il va s'exprimer en dehors, pas en âme et conscience, sans tenir compte de la considération politique de son parti politique. Oui. Or, les activités politiques sont créées pour mettre ensemble les gens qui ont la même vision, de sorte qu'ils luttent pour avoir le pouvoir. Mais nous finançons, nous soutenons pour que l'on gagne le pouvoir. Or, on ne peut gagner le pouvoir en démocratie en dehors des urnes. Oui. Mais là où nous allons, dans les urnes, nous nous comportons, moi républicain, comme un démocrate. Alors pourquoi je suis républicain avec les autres? C'est de l'hypocrisie politique que l'on crée. Et ça ne va pas construire la société. Et si la Cour fait ça, ce ne sont que des juristes comme nous, comme quiconque qui est juriste. Mais à un certain moment, je crois que certaines questions méritent maintenant de faire l'objet des débats dans toutes les écoles où on peut parler du droit pour éclairer les grandes décisions du droit. Merci beaucoup, professeur. C'était notre dernière question. Merci également à tous les amis téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Nous recevons le professeur Bonzama Lalé, député provincial élu de Lubumbashi. Avec lui, nous avions évoqué plusieurs questions d'actualité politique. Et vous aviez quand même certainement été éclairé sur la plupart. Prof, un mot de la fin pour chuter? Oui, un mot de la fin. Vous avez peut-être sauté, la matière a été abondante, je vous félicite. Oui. La question de l'organisation du bureau d'âge. Oui, effectivement. Ici chez nous, on n'en avait pas parlé. On l'a posé. Alors je vous la laisse pour que vous la posiez et je vais y répondre. Très rapidement, professeur, comment ça devra se passer? On a posé la question que le bureau provisoire serré actuellement dirigé par Antoine Gabriel Kingwakumwanza. On a dit comment cela devait se passer. Oui, encore plus, c'est la loi qui dit. Y a-t-il incompatibilité d'abord entre lui avec la fonction d'un mandataire public et député au niveau du bureau? D'aucuns croient qu'il y a incompatibilité. Il n'est pas ADG, il est PCA, c'est-à-dire président du conseil d'administration. De par l'esprit de la loi, il n'est pas du côté de l'exécutif, il est du côté du législatif pour cette société, que les gens comprennent. Donc il n'est pas en état d'incompatibilité. Oui, et même pendant qu'il est de l'autre côté, tous les jours, on l'appelle présent dans l'hémicycle quand il y a plénière. Donc il n'est pas en état d'incompatibilité. Sauf si lui-même s'est indisponibilisé. S'il s'est disponibilisé,
ça va être lui qui va gérer le bureau d'âge. Et comment cela devra se passer? Non, c'est-à-dire le 28, on constitue le bureau par le fait de la convocation faite par l'administratif et son travail se termine là-bas. Il y rend compte, il fait un procès verbal subséquent. Dans le procès verbal, il prélève qu'il a réinventorié X est le plus vieux, Y est le plus jeune et Z est le moyen. Et puis on constate par la plénière, on les passe là-bas pour les recevoir et désormais ils vont commencer à opérer. Ici il y a un cas, un cas d'espèce très complexe. Lequel? Nous avons le rapporteur qui est à la fois membre du bureau frappé par la pétition, et il est plus jeune. Et le plus jeune. Qui a été aussi dans le bureau provisoire. C'est une question d'école où les juristes doivent réfléchir aux ordres des études. Moi, je veux vivre au débat qui va se faire. Parce qu'il vient à la fin d'un bureau, il est suspendu. Par le fait de la suspension de ce bureau-là, le bureau intermédiaire intervient, pas pour les juger sur le fond, mais pour gérer la chose. On pense que le choix facile serait de prendre celui qui sera moins âgé en dehors de lui qui est disqualifié. Non, sinon on va faire de l'injustice que la loi ne prévoit pas. Merci, professeur. Ici, j'ai préféré soulever cette question pour que nous sachions déjà comment ça va chauffer. Merci, ça va chauffer les esprits. C'est la fin de l'émission. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. On se retrouve très prochainement. Ça sera pour un autre numéro de questions directes avec certainement Héritier Maïla ou encore Eric Osmalto. Bye et à la prochaine.